Bien chers téléspectateurs, je suis particulièrement heureux. C'est une journée à mettre d'une croix ou d'une pierre blanche dans le calendrier, de recevoir mon ami, le créateur d'entreprise dans le numérique, l'homme de Camaret, David Pliquet. Bonjour David et bienvenue dans cette matinale de géopolitique profonde. Bonjour Nicolas, merci de votre invitation. Je suis très heureux d'être avec vous ce matin, vous le savez. Je suis toujours très heureux Absolument, de ah discuter oui. avec vous. Et oui, David Pliquet, il est passé de l'ombre à la lumière suite à un certain hold-up où eh bien, tous les fact-checkers titraient il y a un fou furieux, un chef d'entreprise qui prétend que Elon Musk veut nous pucer le cerveau et qu'il a déjà commencé avec nos amis les cochons. Ça a été le début d'une notoriété. On vous présente David Pliquet comme étant un proche de Pierre Barnerias. Euh, vous êtes quelqu'un qui est extrêmement, comme tous les patrons du numérique, j'ai envie de dire, un peu dans la, même si vous n'accepteriez pas nécessairement la comparaison avec les Musk et autres, ce côté, si ce n'est libertarien, en tout cas, attaché, très attaché que vous êtes à la liberté d'expression. C'est, même si on est d'une autre génération que les jeunes, hein, aujourd'hui, qui sont là depuis moins longtemps que nous, sur cette belle terre, néanmoins, il y a cet attachement qu'on retrouve chez les champions de la tech, parce que l'Internet, parce que c'est une révolution extraordinaire, parce que c'est une liberté que chaque PC, finalement, soit le centre d'un réseau, d'une toile extraordinaire. J'imagine, ça vous a fait rêver dans votre jeunesse, ça correspondait à l'idée que vous faisiez du monde et vous voyez quelle chape de plomb épouvantable, finalement, on essaie d'imposer à des personnes comme vous, innovateurs, et donc bien sûr qu'il faut que l'information circule pour des gens comme vous. Et donc quand vous voyez ce qui se passe, c'est-à-dire cette restriction de la liberté et de la liberté d'expression, j'imagine que pour vous, c'est évidemment toujours quelque chose qui vous révulse au plus profond de vous-même. Donc David, peut-être pourrait-on commencer d'ailleurs sur ce thème-là, sur l'actualité de l'ami Pierre Barnerias, puisque je crois que vous étiez encore hier à Paris à le soutenir. Est-ce que vous pourriez peut-être commencer, à moins que vous ayez une envie d'introduction plus générale, que ce soit sur les élections ou sur ce que vous souhaitez, hein, évidemment. Hein, on n'est pas contraint de tout de suite répondre à la question. Nicolas, avec grand plaisir, vous ouvrez la porte. Effectivement, vous connaissez nos sensibilités. D'ailleurs, je vous remercie pour ce pluralisme d'idées que vous ouvrez sur la chaîne, sur GPTV. Je vous remercie beaucoup là-dessus. Évidemment, la liberté, évidemment, le respect de la liberté, mais attention aux pièges. Et là, il y a un piège qui est énorme, et on aura sans doute l'occasion, et si vous me le permettez, d'en parler, c'est le piège du libéralisme. Et le libéralisme, en fait, n'est pas la liberté. Le libéralisme est la notion d'échange. Elle a été voulue pour ça, pour effectivement faire grandir les sociétés autour de la notion de progrès. Mais une fois que nous avons touché, vous savez, une espèce de paroxysme de progrès technique, ce qui est quand même un peu le cas aujourd'hui, et ben, au demeurant, on va aller chercher la liberté et essayer de contraindre ou de contrôler la liberté des individus. Et c'est dans ce sens que l'individu devient un élément intégré à la supply chain. Vous savez ce qu'est cette logique de supply chain, donc cette logique de logistique, et un individu associé à la logique de logistique devient un individu qu'il faut contrôler. Et on va enchaîner cette notion de contrôle, parce qu'effectivement, dans cette notion de contrôle, va arriver assez vite la notion d'identité numérique. Et quand nous avons une identité numérique, évidemment, on va instruire et contrôler vos gestes, et initiatives, minute par minute. Et ceci est dans un enjeu qui est un enjeu caché, que j'avais dévoilé effectivement dans le film Hold Up, qui est un enjeu qui est porté par ces libertariens du numérique, extrêmement intéressant par ailleurs sur certains aspects, mais extrêmement dangereux sur l'autre. C'est toujours, vous savez, cette notion de pièce à deux faces, c'est que leur but ultime est la conquête de l'immortalité. Ils veulent franchir les paliers de la vie. Quand j'avais dit ça, je me suis Un fait projet poser. transhumaniste.
projet transhumaniste, évidemment, quand vous dites ça sur une population qui n'est pas préparée ou, comment dire, une frange de la population, je pense comment, à la population médiatique aux ordres, qui veut absolument que ce discours ne sorte pas sur la place publique, vous êtes étiqueté, en fait, vous êtes étiqueté comme original et évidemment complotiste. Mais les articles de presse sur la démarche de Google d'aller franchir les frontières de l'immortalité par l'intermédiaire des nanorobots et de l'intelligence artificielle, c'est des articles qui datent de 2014. Ça fait déjà 10 ans, en fait. Hein. Et quand on connaît la puissance de Google, quand on connaît sa capitalisation boursière, quand on connaît la puissance de développement liée aux individus qui travaillent pour elle, parce qu'effectivement, elle est attractive et qu'elle attire les meilleurs cerveaux au monde, eh ben, on imagine bien qu'en 10 ans, ils ont beaucoup, beaucoup œuvré. Mais l'immortalité, qu'est-ce que c'est? Et là-dessus, souvenez-vous, et on va en reparler dans l'émission, dans le format que vous m'offrez, de cette discussion hallucinante que nous avions eue entre Jacques Attali, qui fait partie de votre générique, et le fameux Laurent Alexandre, le chantre français du transhumanisme, qui disait, enfin c'est Attali qui disait ça, le rêve de l'humanité de tout temps est d'être immortel, cette table est immortelle, donc la volonté de l'être humain est de devenir une table. Ouais, non, voilà. C'est en ça et c'est contre ça que je m'oppose et je m'oppose d'une manière extrêmement claire parce que tous ces éléments, on va dire occultes, occultés, amènent des perturbations dans le réel. Ces perturbations sont des conflits. Quand il y a des conflits dans des pays et si ça nous arrivait, il y aurait des exodes de population. On serait peut-être les premiers à partir, d'une zone ici. Nous sommes, en presqu'île de Crozon avec des installations nucléaires de premier rang pour, la défense française. Vous imaginez bien que si nous avions un ennemi qui voulait Vous bombarder, voulez du bien. on serait les premiers à partir. Et donc, en fait, les flux de population et donc les flux migratoires font partie du système libéral, logistique, supply chain, et c'est dans le flux que tous ces capitalistes gagnent de l'argent. Ce n'est pas dans le stock, c'est dans le flux. Et plus il y a de mouvements de toutes sortes, mouvements d'argent, mouvements de population, mouvements de marchandises, et plus ils capitalisent sur une puissance non plus financière, parce que le capitalisme est mort, on ne fait plus de commerce en achat-vente, mais en valorisation boursière. Et en fait, s'il y a bien un élément où je me suis trompé en 2020 au moment du Covid, c'est de dire qu'il y aurait eu un impact financier énorme compte tenu de la succession des dépôts de bilan des boîtes. Et nous avons les dépôts de bilan de boîtes. Hein, vous voyez comment les ratios qui sortent, ils sont explosifs maintenant dans tous les domaines. Et dans le domaine du numérique aussi, je m'étais dit, ça va créer des impayés fiscaux, et évidemment, ça va faire exploser les banques, dépôts de bilan des banques, etc. Mais les banques, comme ils ont mixé leurs revenus, on va dire financiers de l'économie réelle avec les revenus de l'économie comment spéculative en bourse, eh bien en fait comment dire la grosse perte est masquée par un gain artificiel. Et donc, au demeurant, on a l'impression que tout reste stable, alors que tout se dégrade dans le réel. Et ça, c'est vraiment des alarmes qui sont en cours. Et nous avons eu cette semaine, et on va reprendre l'activité et l'actualité de la semaine, si vous voulez, Nicolas, nous avons eu une alerte. Vous avez vu le glissement que Bruno Le Maire a donné comme ça, comme une brève de l'AFP, justement, en disant on a un nouveau glissement budgétaire de 16 milliards. Et il a justifié le problème des 16 milliards, c'est la première fois que ça arrive, par un problème de recette fiscale. Ça veut dire quoi? Oui, Ça veut ah dire que les oui, ne produisent oui, pas. C'est c'est ça que ça, ça veut dire. Et donc, évidemment. en fait, elles vont arriver au tribunal de commerce, elles vont être amenées, en fait, à déposer le bilan, à licencier. Et évidemment, ça creuse la dette, ça creuse la dette. Et il y a d'autres intérêts autour de la dette qui montent. Le système libéral, le système de l'Organisation mondiale du commerce, avec un grand chantre qui était Pascal Lamy, un socialiste pur jus, est mort. Et donc, c'est en ça que nous devons nous réunir, comment dire, moi je dis populaire et populiste, parce que nous avons un objectif, c'est de sortir de ce système, d'en inventer un autre avec un choc des deux blocs et pour remettre de la vitalité dans le polaire, on doit avoir un mode multipolaire. Il est hors de question d'avoir ni droite ni gauche. C'est des modèles morts, ça. Il faut avoir une droite, une gauche, forte d'un côté comme de l'autre, qui amène une nouvelle dynamique, qui sera une dynamique salvatrice. Et l'un des objectifs de ça, c'est Macron destitution.
Je vous le dis tout de suite, si nous arrivions à sortir Macron du jeu, ce serait un signal énorme à la face du monde. Mais évidemment, pour ça, il faut s'accorder, il faut être courageux. Et vous l'avez dit dans la première partie que j'ai suivie en coulisses, il n'y a pas de courage politique. On essaie de faire des petits calculs pour garder des petits bas de laine ou consolider des bas de laine. On n'est pas au niveau du bas de laine, on est au niveau, comment dire, de l'équilibre mondial. Il faut maintenant rentrer dans un nouvel algorithme et si vous voulez, on va pouvoir aborder ce thème. Alors, David, oui, on a parlé avec Philippe Murer hier, hein, de toute cette dimension économique aussi de la situation. Euh, J'aimerais vous entendre maintenant sur la liberté d'expression et sur ce procès intenté, si j'ai bien compris, par Pierre Barnerias à l'AFP, et vous en étiez d'ailleurs hier un témoin, et vous auriez même pu, alors je ne sais pas si ce fut le cas, un témoin et un acteur aussi de ce procès. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Ouais, vous m'avez stimulé sur la première phase sur des sujets qui me touchent énormément. Et la deuxième phase, bah, vous allez voir, en fait, c'est la conséquence de la première. Nous étions hier, et vous en avez parlé dans la première partie de l'émission, je découvrais également la 17e chambre correctionnelle de Paris dans ces locaux magnifiques de la place de Clichy. Alors là, je dois avouer que la tour en verre m'a assez impressionné. On se serait cru dans un quartier de la Défense. Et nous y étions dans le cadre d'une affaire qui est instruite depuis maintenant plusieurs années, qui est donc la plainte qu'a déposée Pierre Barnerias devant l'AFP pour comment dire des sujets diffamatoires, voilà, pour diffamation. Alors, je repose un peu le sujet. Vous savez que quand Hold Up est sorti le 11 novembre 2020, dès le 12 novembre 2020, en fait, une levée de bouclier et un lancement de missiles extrêmement fort du camp médiatique a voulu détruire le film, qui malgré tout a eu sa vie et une forte vie de diffusion sur les réseaux, mais ils ont surtout détruit la réputation d'un homme, Pierre Bernarias, qui, je le rappelle parce qu'il ne le dit pas souvent, a été professeur de journalisme reconnu dans l'une des meilleures écoles de journalisme en France, à Lille, et il a essayé, comment dire, de garder une éthique qui était une éthique fondamentale dans ces métiers que l'on a connus, hein, et ben au final, et ben Pierre, comment dire, est parti de cette école et on voit bien qu'il y a un glissement idéologique extrêmement fort chez les journalistes aujourd'hui et cette idéologie, ben, on en a parlé au début de l'émission. Et donc, et ben nous nous retrouvons dans cette, comment dire, dans ce tribunal et nous nous retrouvons avec évidemment la partie civile représentée par Pierre et ses avocats et les prévenus, donc comment le patron Friss de l'AFP représenté par son avocat et des témoins. Vous savez comment ça se passe, c'est assez long, on instruit et puis à un moment arrive notre tour et sont appelés donc les témoins à la barre, donc témoins de l'AFP et puis les témoins donc de Pierre Bernarias. Alors dans les témoins, vous allez comprendre qu'on a du très lourd. On a Monsieur Tubiana, donc que vous connaissez bien, voilà, extrêmement construit, un homme qui se laisse pas bousculer comme ça, qui a des grandes bases, et ce sont des bases à la fois scientifiques et également philosophiques. Moi, je reviens énormément sur la notion d'idées et de concepts manipulant le réel. Et donc, autour de ça, on a quelqu'un de très construit. Il a écrit un livre, il a fait la préface du livre d'Ariane Bilbaran, vous le connaissez. Donc, Millerand. ouais, Bilberan, voilà, et vous Millerand. connaissez cette structure. Et puis de l'autre côté, on a Corinne Lano, et c'est ça, Corinne Corinne. Lalo? Oui, c'est ça, Corinne, qui était, vous le savez, en fait, la journaliste qui couvrait les problématiques de santé sur TF1. Bien Donc, sûr. voilà, c'est quand même du calibre. Vous savez qu'elle a commis un livre aussi extrêmement important qui montre comment les perturbateurs Endocrinien. endocriniens ont un impact sur évidemment les hormones et autour de ça le dérèglement hormonal qui est peut-être orchestré par plusieurs industries, industrie agroalimentaire, industrie pharmaceutique, etc., etc. Donc en fait, on arrive avec du lourd, et accrochez-vous bien, alors là, c'est la pantalonnade du siècle que je suis obligé de vous relayer, parce que vous êtes un média aujourd'hui connu, en plein après-midi,
Les avocats qui ne sont pas des avocats locaux, qui étaient partis la veille pour arriver à Paris le lendemain, reçoivent finalement un mail. Je ne sais pas sur quel procédé cryptographique ils travaillent, mais enfin ils reçoivent une communication du parquet qui indique que ce procès est sommé de nullité. Ah! C'est-à-dire qu'il n'a rien à voir là et qu'il n'aurait pas dû être instruit. Instruction qui, il y a quelques années maintenant, 2 ans ou 3 ans, je n'ai pas les dates en tête précisément, avait été autorisée par le même parquet. Alerte Info. Géopolitique profonde prend sa place dans le paysage médiatique français. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On investit maintenant la rue et on veut vous entendre. Le gouvernement de M. Macron nous a obligés et nous a enfermés chez nous. Mais on a besoin de votre soutien. Alors cliquez sur le bouton j'aime pour nous soutenir.